27 ans maintenant, à l'instigation de Klaus Schwab, professeur d'économie à l'Université de Genève, Davos accueille chaque année, au début de février, le World Economic Forum. Un rendez-vous incontournable pour l'élite du monde économique, financier et politique. Le siège du World Economic Forum est une villa située dans la campagne genevoise. C'est là que quelques dizaines de personnes préparent chaque année 6 sommets régionaux et bien sûr la réunion annuelle de Davos qui rassemble plus de 2000 participants. Un événement dont vous entendez parler régulièrement mais qui vous laisse sans doute un peu perplexe. Pourtant présents, Lorenzo Gabriele et Bernard Rappa ont pu exceptionnellement pénétrer dans les coulisses comme sur le devant de la scène du Forum de Davos. Côté cours, vous découvrirez comment s'organise une telle manifestation. Conférences, repas de travail, sécurité, logement, occupation pour les épouses, tout doit être à la hauteur, c'est-à-dire prestigieux. Côté scène, vous croiserez ce qu'on appelle les nouveaux maîtres du monde. De Bill Gates, patron de Microsoft, à Helmut Maurer, patron de Nestlé, du financier George Soros au président polonais Kwaśniewski. Entre eux, les affaires conclues dans les hôtels feutrés de Davos se chiffrent en milliards. Un reportage enlevé, instructif et non dénué d'humour qui vous fera définitivement comprendre, si vous ne le savez pas déjà, qu'aujourd'hui, le seul vrai pouvoir est économique. Vous avez à Davos, si vous faites le calcul de chiffre d'affaires de tous les chefs d'entreprise réunis à Davos, vous arrivez à un chiffre qui est 5 000 milliards de francs suisses. Et c'est un pouvoir énorme, mais c'est aussi une responsabilité. Voilà. Ça, c'est notre meilleure suite. Ici, c'est la suite de Monsieur Arafat. Voilà, ici, on a le bureau de Monsieur Arafat. Et puis, la chambre à coucher avec le cheminée. Et puis, le bain très exclusif. Alors, ici, à le Belvédère, on a plutôt des champs, des affaires. Alors on va voir le 346, c'est le monsieur, le président de Coca-Cola. Chaque arrivée, on vous donne une VIP treatment, ça veut dire de champagne, de fleurs, on va remplir ça encore, on va ajouter ça encore. Quel est le prix d'une suite comme celle-ci? Dans cette période-là, c'est 1200. Maintenant, nous sommes devant la suite de Monsieur Bill Gates. Voilà. Est-ce que Monsieur Bill Gates a fait des demandes particulières? Non, pas du tout. Pas du tout. Une ligne directe et puis un fax direct, c'est tout. Une connexion Internet? Non. Alors, là, on va entrer la cuisine principale. Si vous me demandez qu'est-ce que ça signifie le World Economic Forum pour nous, c'est un peu plus, on peut dire, c'est comme participer au final Coupe du Monde. Monsieur VLE, notre chef de cuisine. Ouais. Ils sont où les autres cuisiniers? Hallo. Alles in Sehr Ordnung? gut, vielen Dank. Wir sind voll in der Vorbereitung. Die Hummer kochen schon, die Austern, die sind schon fast gebacken. Das Gemüse ist knackig frisch, also da kann gar nichts mehr passieren. Alors, comme vous voyez, on rigole encore. On est d'abord, mais quand même, c'est quelque chose extrêmement... c'est une suspense maintenant. Hein.
Combien de repas servis Ça passe 1000 personnes par jour. Les gens importants ont aussi toujours le problème de temps. Ils décident quelque chose au dernier moment. Et alors il faut être flexible, de trouver encore des choses. Par exemple, de trouver encore un crocodile pour manger. C'est pas si facile en Suisse, non? Alors il faut trouver un crocodile. Ça vous est arrivé? De buffles, sangliers, kangourous. Voilà, ça c'est le vin que M. Pérez aime bien. Toujours, s'il arrive, une des premières choses, il me demande est-ce que vous avez encore le vin à Bordeaux que j'ai bu l'année dernière? Et puis je dis naturellement pour vous, on a préparé. Ils se rendent à l'un des rendez-vous les plus sélects de la planète. Ils réalisent chacun dans leur entreprise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs. Ils n'hésitent pas à payer le prix fort pour faire partie de ce groupe exclusif. 19 000 francs pour la cotisation, plus un ticket d'entrée à cette réunion de 9 200 francs. Ce sont les membres du World Economic Forum. Chaque année, entourés d'une nuée d'experts, ils se retrouvent à Davos pour leur réunion annuelle. Pendant 6 jours, ils vont évoquer l'avenir de la planète. Le grand ordonnateur de ces cérémonies, le voici. C'est le docteur Klaus Schwab. Fondateur du Forum de Davos il y a 27 ans, ce professeur d'économie de l'Université de Genève a réussi son pari. Créer un pont entre le monde des affaires et le monde politique. C'est important, un accueil personnalisé. Oui, c'est clair, ce sont nos membres, ce sont des participants qui viennent peut-être la 10e, 15e fois. Et c'est clair, ils sont devenus des amis. Vous les connaissez personnellement? 80%. Davos, ça doit être une atmosphère club. C'est un club entre les 1000 dirigeants économiques les plus importants sur Terre, entre quelques dirigeants politiques qui sont particulièrement influents. Donc il doit y avoir cette atmosphère de club qui permet une interaction personnelle. Hello. Good morning. Ladies and gentlemen, cordially welcome to the 27th annual meeting of the World Economic Forum. Very often I'm asked, why do our members come regularly to Davos? And my answer usually is, they are concerned and committed. Concerned about the state of the world and committed to follow our mission, to contribute to improving the state of the world. L'accueil des 2000 invités implique une organisation musclée. Le responsable technique nous fait découvrir les coulisses. Nous allons aller dans vraiment le département qui est le plus en amont du meeting, celui qui conçoit et qui imagine l'aménagement du Palais des Congrès, pour des critères de fluidité, d'esthétique, de confort et d'efficacité. Ce sont ceux qui arrivent les premiers et qui partent les derniers à Davos, c'est-à-dire les décorateurs installateurs. On a amené 12 tonnes de bois, près de 20 km de tissu, plus de 200 000 agrafes. Donc tout ça, ça demande une présence importante et un travail d'équipe qui est très important ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle la logistic room, dans laquelle il y a une ambiance en général assez bouillonnante. Donc il y a les principaux corps de métier, j'ai presque envie de dire, qui sont là. Vous avez tout le responsable de tout ce qui est la restauration, le catering. Vous avez la hotline qui est en permanence sur tous les canaux. Nous avons également tout ce qui est des services techniques qui sont là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tous les événements à l'extérieur dans les restaurants. On demande quelqu'un pour l'accrochage aussi, des tableaux. Qu'est-ce que c'est que la hotline? Alors la hotline, c'est vraiment, je dirais, j'ai presque envie de dire, le numéro rouge
au cas où il y ait quelqu'un qui n'a pas de, qui a un problème urgent, il contacte par talkie-walkie, ça remonte immédiatement chez le chef de gare qui essaye de traiter le problème si on est incapable de le traiter parce qu'on n'est pas disponible. Ça va, Sylvie? Ah, Madame des Finances, on va là. Dans la télévision, les gens vont être effrayés. Ils vont dire c'est quoi, c'est fou. C'est de là que sont gérés tout ce qui est la gestion de toutes les limousines. C'est combien de voitures au total? C'est une centaine de voitures et les chauffeurs font un balai incessant pour aller chercher toutes les personnalités, pour les ramener et donc proposer un service quasiment permanent tout au long du meeting. Oui, allô? Allô? Où tu es? À ton bureau, on arrive. Voilà, on arrive. Alors sur le front, ça doit représenter à peu près 200 à 300 personnes. Pour un budget de combien environ? Et je dirais que sur l'aspect de tout ce qui est aménagement, parce que je ne suis habilité à maîtriser que les coûts d'aménagement, de technique, etc. J'avoue que je n'ai pas fait le calcul parce qu'il y a des choses qui se rajoutent à la dernière minute. Je dirais que c'est quelques millions de francs suisses néanmoins. Une petite fourchette? Oh, une fourchette, très sincèrement, ça doit être entre 3 et 4 millions de francs suisses. Mais au total, le budget du forum s'élève à plus de 13 millions de francs. Et avec l'ensemble du staff administratif, ce sont 900 personnes qui règlent pendant une semaine les moindres détails. Un staff qui gère près de 300 sessions, de l'avenir du Proche-Orient à l'architecture chinoise, en passant par Internet et le futur des marchés émergents. Dans ce palais des congrès, tout est mis en place pour satisfaire cette mini-société mondiale qui privilégie les contacts rapides. Il y a, je pense, à Davos un aspect réductionniste. On réduit les choses. La langue est réduite parfois au basic English. Les conversations sont réduites à quelque chose qui est quand même très utilitariste. La façon de se rencontrer rapidement, de se parler rapidement et de se quitter à nouveau assez rapidement est très réductionniste. Nous avons affaire à des gens qui sont presque tous optimistes. C'est des gens qui, pour la plupart, dirigent des entreprises. Ils sont habitués à avoir des buts, à déterminer des buts et à atteindre des buts. Et cela, en quelque sorte, crée un optimisme. Avec ses 220 000 employés et ses 56 milliards de chiffre d'affaires, Helmut Maurer, président de Nestlé, considère sa présence à Davos comme indispensable. Pour Nestlé, il y a beaucoup de raisons pour être là. Premièrement, nous sommes la plus grande société de la Suisse et je devrais être là et faire un certain travail, être dans les plénières sessions, etc. Et certainement, pour chacun, c'est une raison différente d'être ici. Des contacts, nouvelles idées. C'est pourquoi c'est tellement attrayant d'ici. La sécurité est une obsession à Davos. Comme tout le monde, Helmut Maurer se soumet à des règles qui deviennent chaque année plus strictes. Les détecteurs de métaux, contrôle minutieux, tout l'arsenal sécuritaire y passe. À Davos, les chefs d'entreprise apprennent à se débrouiller tout seuls. C'est l'une des règles de ce forum. L'entourage des participants n'a pas accès au débat. Habitués à une nuée d'assistants personnels, les participants du forum qui se perdent peuvent toujours faire appel à une hôtesse. Ce matin-là, Helmut Maurer participe à une session sur l'avenir de l'Europe. L'occasion pour le président de Nestlé d'affirmer une nouvelle fois son credo. It is absolutely clear that the costs of our labor in Europe in general are too high. And here, of course, I include all the social benefits, the social costs. If you take everything together and put it on one working hour, then it's no doubt that we are in a rather dangerous situation. I think Helmut Maurer prêche devant un auditoire convaincu. Les 1000 principaux entrepreneurs de la planète parlent tous le même langage. Dérégulation, privatisation et laisser-faire économique forment un évangile quasi incontesté. Pas un mot sur le chômage dans cette Europe, dans cette vision d'une Europe de 2005. Ça peut surprendre dans une Europe qui a aujourd'hui 20 millions de chômeurs. Mais vous savez, pour moi, c'est évident. Il faut toujours dire que la compétitivité, c'est la meilleure source pour réduire le chômage. Parce que c'est lié.
Et c'est pourquoi j'ai parlé de compétitivité, parce que ça va automatiquement améliorer la situation. Si vous n'avez plus de flexibilité lors du travail, si vous avez un niveau des coûts qui est meilleur, le chômage va automatiquement être réduit. C'est pourquoi pour moi c'est tellement lié. Pour garantir la sécurité des participants du forum, les forces de police ne prennent évidemment aucun risque. Pendant 6 jours, cette vallée, située au fin fond des Grisons, est sous haute surveillance, comme nous l'explique ce policier chargé des forces aériennes. L'une de nos tâches consiste à surveiller l'espace aérien au-dessus de Davos. Sans autorisation express, personne ne peut survoler les environs de la station pendant le forum. Ici, nous sommes en train de survoler l'axe principal qui mène à Davos. Sur cette route, nous avons aménagé un checkpoint qui fonctionne 24 heures sur 24. Chaque véhicule est donc contrôlé avant d'entrer à Davos. Dans les hôtels aussi, la sécurité est maximale. Est-ce que les services secrets vérifient votre personnel? Oui, ça veut dire moi-même, je fais une liste du personnel nouveau, je donne à la police pour le contrôle, et puis les bodyguards des délégations veulent avoir une liste du personnel qui va faire par exemple les chambres, qui est les portiers, etc. Si les palaces sont sous haute surveillance, ce n'est pas seulement parce que des personnalités y séjournent la nuit. À Davos, les discours sont délivrés au Palais des Congrès, mais l'essentiel des affaires se règle dans les coulisses des hôtels. Un exemple, le président d'ABB, une multinationale helvético-suédoise qui pèse 36 milliards de francs et emploie 214 000 personnes. Percy Barnevik quitte rarement sa suite. Ici, je peux rencontrer en 4 jours autant d'hommes d'affaires et de politiciens qu'en voyageant 6 semaines autour du monde. Ceci a donc pour moi une très grande valeur. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal du forum. Il s'agit d'hommes d'affaires qui se rencontrent entre eux pour réaliser des affaires, avec en toile de fond l'évolution de la planète. Parfois, il y a des situations où tous les lieux, toutes les salles à manger. Parfois, il y a des situations où tous les lieux, toutes les salles à manger, toutes les salles de functions sont occupées. On offre la maison privée, l'appartement privé. Par exemple, l'histoire de M. Hayek avec le président de Mercedes, qui ont conclu ici trouver la solution de travailler ensemble pour ce projet de Swatch Mobile. Ici, à l'hôtel Belvédère. Ici, à l'hôtel Belvédère. Toutes sortes d'affaires sont réalisées ici. Vous avez bien sûr les affaires habituelles liées aux technologies, aux services et aux nouveaux investissements. Mais vous avez également ce qu'on appelle le business de l'ombre, comme la vente d'armes. Par exemple, la nuit dernière, j'ai vu le Premier ministre de mon pays partageant un repas avec des gens que le gouvernement indien accuse devant les tribunaux d'avoir joué les intermédiaires dans un contrat d'armement. Hier matin, le Premier ministre a remercié le gouvernement suisse pour sa collaboration dans cette affaire et le soir même, il dîne avec les gens qui ont été accusés dans cette affaire. C'est aussi ça le business ici. À Davos, comme chaque année, une quarantaine de chefs d'État tentent de séduire de puissants investisseurs. Dans sa chambre d'hôtel, le prince Norodom Ranariddh, Premier ministre du Cambodge, reçoit ce matin-là le directeur général d'ABB, une multinationale qui pèse 10 fois plus lourd que l'ensemble de l'économie cambodgienne. So, thank you for receiving us. I'm very grateful that we could have a few minutes with you. Yes, it's my great pleasure. You know ABB, Arur? Yes. I wanted to have this discussion because I feel that we do too little in Cambodia. But I feel now in the, say, ongoing restructuring that you're doing in your country, that we could play more of a role.
And I would like to have your views on that. For Cambodia, indeed, we are in the process of rebuilding up our country after more than 2 decades of war, destruction. Right. Ce jour-là, le prince Norodom ne signera pas de contrat. En revanche, il obtiendra d'Abébé l'envoi d'une mission d'études au Cambodge. Je deviens un habitué de Davos. Un membre du club même. Davos, pour moi, c'est non seulement un forum extraordinaire des échanges économiques, mais c'est un endroit où les contacts sont nombreux, les contacts sont fructueux, et le contact, par l'intermédiaire de ces contacts, ça permettrait aussi à mon pays, le Cambodge, qui sort de 20 ans de guerre, de destruction, de se reconstruire, avec non seulement l'aide des pays amis et des grands leaders des pays amis que je connais plus ou moins, que ce soit l'Europe, Afrique ou même de l'Asie, mais aussi de voir de grands chefs d'entreprise qui pourraient très utilement participer au processus de reconstruction du Cambodge. Voilà, Davos est pour moi tout cela. Pour tous ces chefs d'État qui font le pèlerinage traditionnel à Davos, un pays fait figure de modèle. C'est la Pologne et son président Aleksander Kwaśniewski, un ex-communiste converti récemment à l'économie de marché. L'esprit de Davos pour moi signifie à la fois dialogue, compréhension et compromis. C'est aussi savoir regarder le futur et ne pas être esclave du passé. Et je pense que dans ce domaine, Davos et le professeur Schwab ont joué un rôle considérable. Si quelqu'un écrit l'histoire du XXe siècle, et s'il veut être honnête, il devra mentionner le rôle joué par le forum de Davos. En séance plénière, le président polonais passe un véritable examen sous l'œil attentif du patron de la Banque mondiale. Il est interrogé par le directeur d'une grande multinationale américaine. But of course, you're going to privatize? Tell us all of the things you're going to privatize, so you're going to privatize the telecommunications. Yes. What's next? Well, that's difficult to say. I said 68% of GDP is coming from private sector. After telecommunication, after banks, after copper, after some maybe energetic system is the next one. But then that's all, you know. When we will privatize 100% of economy, what we can privatize more? I cannot. So? Well, you can privatize government. I know some ministers, they are ready to privatize government now. But we should be very careful. The World Economic Forum knows no limit, apparently, but I cannot resist asking. La Pologne, je trouve que c'est assez extraordinaire. Le président polonais, qui est un ancien communiste, enfin un ancien apparatchik, lui aussi, on voit comment les situations évoluent finalement, un ancien apparatchik qui aujourd'hui parle marché, parle économie libérale, enfin je veux dire, c'était très, très spectaculaire de voir le discours qu'il a tenu ici. Alors je crois que, bon d'abord il a beaucoup évolué, et son pays a beaucoup évolué, mais je crois aussi qu'il faut tenir compte d'un élément, c'est qu'on est à Davos, et que par exemple quand le président de Pologne vient à Davos, évidemment, il se présente sous le jour le plus favorable et il tient le discours le plus libéral possible pour plaire finalement au public, aux investisseurs qui sont ici. J'ai tendance à penser que c'est pas tout à fait sa personnalité, il n'est pas aussi libéral qu'il le dit. Mais enfin bon, c'est intéressant de voir comment il se présente ici. Congratulations, you were very, very good at the panel. My friend, the chairman of Bacardi here. Bacardi? Yes, sir. Yes, Bacardi. Please come with your friend. Yes, yes. And with one bottle of Bacardi. Absolutely, absolutely. Oh, we'll take it. To some extent. Jusqu'à un certain point, la Pologne peut être considérée comme un modèle. Bien sûr, pour le président de la Pologne, c'est très agréable d'entendre autant de compliments. J'ai parfois le sentiment de recevoir beaucoup plus de compliments à Davos qu'à Varsovie quand j'y retourne.
De son côté, Helmut Maurer profite de Davos pour voir ses principaux fournisseurs. Il s'apprête à rencontrer un pays où Nestlé pèse très lourd. Voici le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, l'un des premiers producteurs de café du monde. Alors, comment ça va? Ça va. La situation économique en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite parler donc des relations entre votre groupe et donc la Côte d'Ivoire. De manière générale, la situation économique en Côte d'Ivoire évolue maintenant bien. On a eu quelques difficultés au départ. Dans ce forum, la compétition entre les différentes nations pour décrocher de nouveaux investissements est féroce. Ce soir-là, c'est l'Indonésie qui régale et offre un buffet à tous les participants. L'occasion pour ce pays de 200 millions d'habitants de vanter ses charmes auprès des principales multinationales de la planète. Dans quelques minutes, nous attendons l'arrivée d'un super puma avec à son bord une personnalité célèbre. Qui? Ça, je peux pas vous le dire. Vous allez le découvrir vous-même. À Davos, c'est une tradition. Le week-end voit l'arrivée des grands invités politiques. Was denken Sie über alle diese Helikopter und alle diese... Warum sehr gut? Sehr gut, gibt Betrieb. Es gibt Leute, sich Leute und läuft unser Geschäft wieder. So, es ist sehr gut für Davos. Sehr gut. Muss sein. Wir leben von dem. Wir leben nur vom Tourismus. Au-delà du show politique, Davos crée parfois l'événement. C'est ici qu'en 1992, Nelson Mandela rencontra le Premier ministre sud-africain de Klerk, rencontre qui amorça la fin de l'apartheid. Now I put the gas on. Now, look. I steer very, very smooth, you know, very smooth. When I open the steering again, yeah? And we out of the corner now. Half to the right, go to the left. Now I wait, what's the car doing? Now you put gas. Yeah? Yeah, and now gas. And I open the steering like this. But you have seen it's not very easy to adjust. Davos offre aussi un programme spécial pour les femmes des participants. Ici, il s'agit d'apprendre à maîtriser la conduite sur glace, une activité offerte par l'un des nombreux sponsors du forum. Brake a little bit. You can brake a little bit, yeah. And now opposite direction, yes. Les premières minutes, mon cœur battait à tout rompre. La voiture dérapait. C'était comme des patins sur de la glace. Vous aimez la manière dont l'organisation s'occupe de vous? Oui, c'est facile, on peut penser à autre chose. Ils s'occupent de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Si vous voulez sortir au restaurant, ils peuvent l'organiser. Quelqu'un s'occupe de tout. Ils prennent soin de vous. C'est agréable, car dans le monde réel, ce n'est pas comme cela. C'est un Club Med.
C'est-à-dire que finalement, c'est très bien organisé, tout est organisé pour votre épouse. Donc vous venez d'ailleurs souvent, enfin les chefs d'entreprise, les hommes politiques viennent avec leurs épouses, et vous avez un programme avec des buffets, avec des expositions, avec des débats, avec donc bon, il y a vraiment énormément de choses. Avec aussi finalement un défilé de personnalités politiques qui viennent là en très grand nombre, puisque bon, sur les 2 ou 3 000 personnes qu'il y a 300 personnalités du monde politique. Donc pour tous ces hommes d'affaires qui viennent, c'est passionnant de voir, de toucher de près, souvent parmi les premiers, des personnalités politiques du monde qui émergent. Mais ça fait partie du spectacle, ça, à l'époque. Pour certains participants, Davos, c'est aussi la découverte des sports d'hiver. Cet après-midi-là, le prince Norodom Ranariddh part en traîneau visiter les environs de la station. Parmi les 1000 chefs d'entreprise, une douzaine de syndicalistes ont été invités par les organisateurs. Le Français Marc Blondel s'apprête à se jeter dans la gueule du loup. Oh, la gueule du loup, façon de parler. C'est la seconde fois que je viens à Davos. L'année dernière, je suis venu, c'était consécutif au mouvement de novembre et décembre 95. Manifestement, j'étais l'affreux petit Jojo, quoi, l'affreux canard. Mais je me prépare à essayer, toutes les fois où je vais le pouvoir, de faire comprendre qu'on ne peut pas diriger le monde exclusivement sur le plan économique. Il faut qu'il y ait un contrepoids et que gérer le monde, ça sert avant tout à essayer de gérer dans l'avenir des gens, quoi. Hein? Merci, monsieur. Marc Blondel, syndicaliste de combat, comme il aime à se définir, n'a pas beaucoup d'amis à Davos. Les rares personnes qu'il croise sont des hauts fonctionnaires parisiens qui lui rappellent la mauvaise réputation du syndicalisme français. Les gens se méfient en partie de la France parce qu'ils ont peur du climat social. Non, mais je suis... Vous voulez mettre des complexes? Non, mais pas du tout. Moi, je connais la réalité. Je vous dis la perception demandée aux gens. Dès qu'il y a un machin, c'est retransmis partout. Alors, si on avait un point des grands leaders syndicaux disant « nous sommes favorables à ça » et notre réalité sociale est aussi bonne qu'ailleurs et on n'a pas de drame à attendre de ce point de vue, ça c'est un autre poids, c'est moi qui le dis. Davos, c'est avant tout le temple de la finance. Et j'ajouterais derrière, à partir de ce moment-là, eh bien la pensée ne peut être qu'une pensée moyenne, identique, et l'ennui, c'est que lorsqu'on s'écarte de la pensée, on devient un hérétique. Eh bien moi, mon travail, c'est de faire valoir un petit peu ce que revendiquent les hérétiques. Voilà. Mais celui que tout le monde attendait, le voici. Bill Gates, fondateur de Microsoft, est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la planète. Il pèse en effet plus de 30 milliards de francs. 80% des ordinateurs du monde fonctionnent désormais avec des logiciels Microsoft. Bill Gates, un véritable gourou des nouvelles technologies, attendu à Davos comme un chef d'État. C'est vrai qu'il était un peu la star cette année et un peu le symbole, le modèle un peu que ici tout le monde proclame. C'était d'ailleurs très marrant de voir, j'ai parlé avec pas mal d'industriels et beaucoup disaient le grand problème de l'Europe c'est qu'elle n'arrive pas à créer des Bill Gates. Il faudrait qu'on ait des dizaines, des centaines de Bill Gates. La star Bill Gates est venue à Davos pour proclamer sa confiance absolue aux technologies du futur. Exemple de son optimisme légendaire, il n'hésite pas à affirmer que l'ordinateur va résoudre les problèmes des pays les plus pauvres, comme par exemple le Bangladesh. J'imagine que ça montre ma foi dans le capitalisme. Il y aura des intermédiaires qui vont apparaître. Ils investiront dans le secteur de l'éducation et de l'informatique au Bangladesh, de manière à empêcher au passage une commission de 10% sur ce genre d'affaires. La puissance du capitalisme pour s'attaquer à ce genre de situation est incroyable.
ces patrons, à mon avis, ils sont à Davos, ils sont un peu sur un petit nuage, et ils ont peut-être un peu tendance à oublier, à négliger les réalités. Donc eux, ils voient le monde comme une planète globale, comme ils disent d'ailleurs tous tout le temps. Et donc tout va très bien, parce que c'est vrai que globalement, l'économie du monde, grâce à la fois à l'ouverture d'un certain nombre de pays qui viennent sur le marché mondial, et en même temps aux évolutions technologiques, le monde est sans doute entré dans une phase de croissance assez soutenue. Donc si on regarde l'économie mondiale, elle croît. Donc ces patrons qui jouent au niveau mondial, ils sont contents. Des patrons tellement contents qu'ils semblent peu inquiets devant les conséquences négatives de la globalisation. Preuve en est cette session, consacrée au problème du chômage, elle ne fait pas recette. Ici, effectivement, ils sont sourds. C'est bien pour ça qu'il me semble que nous allons à la catastrophe. Les gens n'accepteront pas de vivre plus mal maintenant qu'un siècle précédent. C'est pas possible pour ceux qui étaient dans une société industrialisée. Et les autres aspirent à avoir quelque chose. Ou alors, c'est clair, à la place de la révolution technologique, il va y avoir une révolution qui sera celle des gens qui en auront assez, qui n'accepteront pas. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet face à ce développement du chômage et du prix à payer pour cette globalisation? Je dirais ça me concerne, parce que si certains gens souffrent, je pense pour quelqu'un qui a une responsabilité sociale et humaine, il souffre aussi un peu, même je ne souffre pas moi-même à cause du chômage. Mais vous savez, ça certainement c'est vrai. Mais d'autre côté, je pense qu'il faut discuter les solutions. Et les solutions ne sont pas une répartition du travail avec les mêmes salaires, une réduction du travail avec les mêmes salaires. Les solutions sont dans la direction qu'il faut être plus compétitif. Je crois que la globalisation, c'est un peu comme de l'huile dans une machine. Nous facilitons le commerce mondial, nous investissons massivement en Europe centrale, en Asie. Nous accélérons le développement de ces pays. Ce n'est pas un jeu de puissance, il s'agit d'utiliser au mieux les ressources mondiales en vue de développer l'ensemble de la planète. Dans ce forum, rares sont les voix dissonantes. Le spéculateur George Soros a gagné des milliards sur toutes les places financières de la planète. Pourtant, ce puissant financier a choisi Davos pour lancer un cri d'alarme. Au coin du feu, le soir venu, dans le salon d'un palace, il développe des idées qu'il a publiées quelques jours plus tôt dans un magazine américain. Dans cet article, il affirme tout simplement que l'économie de marché va dans un mur. C'est un avertissement. Je suis convaincu qu'il faut prendre conscience que cette économie globale a besoin d'être contrôlée. Il faut que nous réalisions que l'économie livrée à elle-même est instable et qu'elle s'effondrera. Dans ce sens, c'est un avertissement. Des états d'âme qui laissent songeurs lorsque l'on sait que Soros a bâti sa fortune sur les marchés financiers qu'il dénonce aujourd'hui. J'ai profité des faiblesses du marché. Et c'est pourquoi je me considère plutôt bien qualifié pour dire que les marchés sont imparfaits. D'une certaine manière, mon propre succès prouve, non pas d'une manière scientifique, prouve, disons de manière alchimique, que les marchés ne fonctionnent pas. Alors pourquoi ne pas avoir réagi plus vite? Pourquoi ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme plus vite? J'ai déjà écrit sur ce sujet, mais personne ne m'a lu. J'ai dû attendre d'avoir moi-même du succès avant que les gens commencent à m'écouter. Mais j'ai déjà écrit sur ce thème il y a 40 ans. Êtes-vous parfois inquiet face à la globalisation et à ses conséquences sociales?
Le rythme du changement est effectivement extrêmement rapide. Il y a des aspects positifs, mais aussi des effets négatifs. Mais une seule personne ne peut pas décider de ralentir ce rythme. Il faut tenter de profiter de ces nouvelles possibilités le mieux possible. Autant dire que Soros restera une voie isolée. À Davos, le véritable modèle, c'est Bill Gates. Il est l'incarnation d'une nouvelle forme du pouvoir. Il représente ce nouveau rapport de force entre le monde politique et le monde économique. Nous sortons de table et j'étais assis à côté de l'un de ses proches et il me racontait comment, d'une certaine manière, les chefs d'État, les chefs de gouvernement demandent audience à Bill Gates. Et il me disait comment nous, les gens de Microsoft, avons refusé une audience que demandait Netanyahou, le Premier ministre israélien, et Arafat. À Davos, lorsque les grands patrons souhaitent rencontrer des politiques, ils ne font pas les choses à moitié. Ce jour-là, une quinzaine de dirigeants de multinationales parmi les plus puissantes de la planète sont réunis sous haute surveillance pour un dîner de travail. Les patrons de Nestlé, Shell ou General Motors, entre autres, viennent de créer un Conseil économique mondial. Objectif, conseiller régulièrement Kofi Annan, le nouveau secrétaire général de l'ONU. It's a working luncheon, which means, Secretary General, you can have luncheon and we will work. De plus en plus, on constate que les gouvernements n'ont plus de pouvoir. Ce sont les grands industriels qui décident ce que les gouvernements doivent faire. Très souvent, on voit que l'industrie s'active là où les gouvernements échouent. Dans cet esprit, Davos est une réunion importante. Ce forum définit l'agenda économique qui dirige les débats dans chaque pays. Ce forum global ne pouvait pas se passer d'artistes. À chaque édition, une poignée d'entre eux sont sélectionnés et récompensés par les organisateurs. L'occasion d'entendre des paroles dérangeantes comme celle du producteur de cinéma David Putman. Le réalisateur russe Andrei Tarkovsky, peu de temps avant sa mort, a écrit ceci. La relation entre le comportement de l'homme et sa destinée a été détruite. Et cette rupture est à l'origine de son sens de l'instabilité dans le monde moderne. Parce qu'il a été conditionné dans la croyance que rien ne dépend de lui et que son expérience personnelle n'aura aucune influence sur le futur, l'homme est arrivé à la conclusion tragique qu'il n'a aucun rôle à jouer, même face à son propre destin. Je suis convaincu que toute tentative de restaurer l'harmonie dans ce monde ne peut que reposer sur la renaissance de la responsabilité personnelle. Ce qui me frappe chez nombre de Davosiens, c'est en quelque sorte leur schizophrénie. D'une certaine manière, ils sont obligés d'être très brutaux, parce qu'ils se trouvent dans une situation de compétition mondiale absolument impitoyable. Et puis d'autre part, comme tout un chacun, ils voudraient non pas simplement vivre de brutalité, mais aussi de sensibilité, et ne serait-ce que pour motiver leurs collaborateurs. Et Davos est un peu entre ces deux pôles, la brutalité d'un marché mondial qui n'a pour ainsi dire plus de règles et plus de contrôle politique par des gouvernements nationaux qui sont complètement dépassés, d'une part, et puis d'autre part, cette quête de sensibilité, cette quête de valeurs que reflète une bonne partie du programme de Davos qui n'a rien à voir du tout avec les soucis quotidiens de ses managers. L'esprit de Davos, c'est aussi ça. Des managers à la recherche de plaisirs simples, loin, très loin des soucis quotidiens. À la tête d'une entreprise de 10 milliards de chiffre d'affaires et de 58 000 employés, l'Autrichien Martin Kamber nous explique comment il se ressource à Davos.
C'est fatigant et très amusant. Ce forum m'amène des choses auxquelles je ne m'attendais pas. On peut assister à une quantité de séances, comme par exemple à des sessions sur l'astronomie, des domaines habituellement d'accès difficile. L'un dans l'autre, l'offre du forum est très séduisante. On est en train de préparer la soirée, appelons-la de gala, où l'une des animations, la chanteuse israélienne Noah, va se produire avec d'autres orchestres dans un lieu baptisé Under the Stars, et vous verrez pourquoi avec le décor. Qu'est-ce que ça veut dire, Under the Stars? Sous les étoiles. Donc là, on arrive à l'arrière de la scène, cette scène qui sert à la fois pour toutes les séances plénières, mais également pour toutes les grandes soirées. Et ce soir, effectivement, on la transforme pour créer le contraste avec une salle qui a été une salle de conférences internationales, des chefs d'État, des chefs d'entreprise. Et puis, ma foi, il faut de temps en temps penser à la fête aussi, parce que c'est avant tout un meeting de convivialité. C'est la fête annuelle des membres d'une fondation. Donc, eh bien, c'est le soir où on se fait plaisir. Alain, tu peux m'allumer le ciel étoilé 2 secondes? Et le principe de ce soir, c'était de faire une nuit un peu bleutée, avec des panneaux qui ont été des trompe-l'œil, où vous allez remarquer les grands monuments de la planète. Et nous avons fait un clin d'œil à la distance qui séparait ces villes de Davos. Et c'est donc un tour du monde pour se rendre compte que ça reste vraiment un small world. C'est ça le village global? Si on veut, oui. La planète est un village en fait. Hein. Et voilà le ciel étoilé. Oui, Constantin, je t'écoute. C'est le couronnement de cette rencontre annuelle. Une nuit où les membres de cette fondation exclusive se laissent aller à la fête. Une soirée de gala avec un rituel respecté dans ses moindres détails. Chacun des participants va d'abord s'incliner devant le grand maître de la cérémonie, le professeur Klaus. C'est une église. C'est-à-dire que je crois que le grand prêtre de cette église, le fondateur et encore président du forum, Klaus Schwab, je crois, a une espèce de mission qu'il souhaite remplir, semble-t-il, avec ce forum, et qu'il remplit depuis plus de 25 ans, qui, à mes yeux, vise à faire rentrer dans le monde, dans l'économie mondiale, tous les pays un peu égarés. Cette mission, c'est de contribuer à améliorer l'état du monde. Nous sommes sincèrement et complètement convaincus, c'est à la fin, c'est l'entrepreneur qui crée le progrès économique, mais ce progrès économique devrait être englobé dans une sorte d'esprit de responsabilité, responsabilité sociale, responsabilité écologique, responsabilité pour l'être humain. Et je pense que c'est une des réussites du World Economic Forum que d'avoir créé cette mystique de Davos, parce que la mystique de Davos fait qu'il se passe ici des choses qui ne pourraient se passer nulle part ailleurs. Davos et le World Economic Forum représentent pour moi la scène mondiale où l'on parle de paix. Je crois que c'est le centre de rencontres informelles, le centre de rencontres et des échanges, à partir de lesquels on va peut-être supprimer définitivement le clivage pauvre-riche, nord-sud. C'est comme un grand marché. C'est le village global. Comme le dit le professeur Schwab, c'est global, c'est très global, c'est international. C'est extraordinaire, je le recommande. I would recommend it.
prochaine étape pour le World Economic Forum est de créer un Davos virtuel, une sorte d'internet privé nommé Welcome, auquel n'auront accès que les membres du club. Un objectif qui était d'ailleurs le thème du forum de cette année.